Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Reflet d'Afrique Télévision. C'est votre émission Confession qui traite de tous les sujets de société qui démarrent. Ce soir, nous parlerons d'un sujet assez sensible puisqu'il est responsable de la dislocation de certaines familles. Oui, nous parlerons des violences conjugales. Mais avant, permettez-moi de vous présenter nos invités. Je vais commencer par Alex Mendy. Bonsoir. Bonsoir Lesline. Je rappelle que vous êtes juriste Oui. et président de l'association Promotion et Assistance de la femme africaine qui milite contre les violences faites aux femmes. Exactement. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre association? Oui, notre association est une association de droit camerounais qui exerce légalement depuis 3 ans et qui est stricto sensu axée sur les questions de genre. Et on s'étend aussi surtout le pilier de base, c'était la lutte contre les violences faites aux gens féminins. Et plus loin maintenant, il y a la promotion de la femme et ensuite l'émancipation dans les questions d'autonomisation de la femme telles que présentées dans les ODD 5 et 10, pour ceux qui sont du domaine et comprendront des Nations Unies. D'accord, merci beaucoup. Et on a Madame Gantja Simone, qui elle est enseignante en service au lycée de Makepe. Bonsoir Madame. Bonsoir Lesline, c'est plutôt Gantja Sidouni. Gantja Sidouni. Petite correction. Pardon, Gantja Sidouni. Ça va. En service au lycée de Makepe. Exactement. Je suis à la base enseignante, professeure d'anglais, Oui. mais depuis quelques années, suivante générale. Oui, d'accord. Vous êtes une femme et ce soir, nous parlerons des violences, pas seulement aux femmes, parce que les hommes sont également victimes des violences. Bien entendu, quand on parle de violence conjugale, les hommes sont aussi concernés. D'accord. Et juste à côté de Madame Gantja Sidouni, on a le pasteur Ndimeli Debonet, qui est non seulement pasteur, mais également conseiller matrimonial. Bonsoir, Monsieur Ndimeli Debonet. Bonsoir, Et merci d'avoir répondu à notre invitation. c'est un honneur. Mesdames, Messieurs, entrons pleinement dans notre sujet. Si, quand je parle de violence conjugale, Alex Mendy, c'est quoi concrètement la violence conjugale? Bon, lorsque on parle des violences basées sur le genre, la violence conjugale est un sous-genre, c'est-à-dire c'est un sous-groupe de ces violences. Donc, les violences conjugales, on peut entendre la violence du conjoint sur la conjointe, la violence de la conjointe sur le conjoint, la violence du parent sur l'enfant, la violence du beau-parent sur l'enfant pour les familles recomposées. Et il y a une foultitude de violences qu'on peut... Mais lorsqu'on parle de violence conjugale, ça veut dire, au sens juridique strict, c'est dans le mariage. C'est-à-dire, ça peut affecter le mari, l'enfant, la femme. Et puis, bon, maintenant, c'est au niveau des ratios, parce que les violences exercées sur la femme ont un ratio souvent très élevé qui font que, bon, des associations comme nous, on se constitue, parce que les pourcentages sont élevés, alors que les violences qui vont souvent de la femme vers l'homme sont des exceptions qui ne peuvent pas constituer une fléau, mais des phénomènes insolites qu'il faut quand même dénoncer aussi. Madame Gantja Sidouni, concrètement, violence conjugale. Violence conjugale, ce sont des actes de violence, permettez-moi un peu la répétition, sont des actes empreints de force que l'un des conjoints exerce sur l'autre conjoint. Donc ça peut être l'homme sur la femme ou vice-versa, la femme sur l'homme. Violence conjugale. Oui, quand on parle de violence conjugale, en plus de ce que les autres panélistes ont relevé, c'est un acte d'agression. C'est une agression, elle peut être verbale, elle peut être psychologique, elle est de plusieurs natures, mais une forme d'agression qui exerce une certaine domination sur une tierce personne. Et ce soir, nous parlons de cette forme d'agression qui est exercée au sein d'un foyer, de la famille. Elle peut venir, comme les autres l'ont relevé, de l'homme qui exerce une pression sur sa femme pour obtenir par force un résultat selon lui, comme de la femme exerçant une pression, une forme de pression sur son mari, et
ainsi de suite vis-à-vis des enfants. Justement, vous avez gardé la parole en nous énumérant les types de violences. Est-ce que les violences sont juste physiques? Est-ce qu'il y a d'autres types de violences? Non, il y a différents types de violences. On parle de violence psychologique. Oui. Et cette violence qui est exercée sur le psychique de la femme ou de l'homme ou de l'enfant. Et celle-là est beaucoup plus dangereuse, on en parlera plus tard. Et il y a la violence physique. Oui. Nous voyons, on rencontre au quotidien des hommes qui battent sur leurs épouses, des épouses sur leur mari. Et on a la violence physique sur les enfants, c'est-à-dire la brutalité que les parents exercent sur les enfants pour obtenir leur obéissance ou leur soumission. À côté de cela, on a la violence sexuelle. Et de plus en plus, le taux d'agression sexuelle ne cesse de croître dans notre société africaine. On peut parler de violence sexuelle au sein du foyer. Je circoncis d'abord le type de violence, ensuite nous allons contextualiser dans la famille. Oui, de plus en plus, pour répondre à votre question, il y a des violences sexuelles au sein des familles. Parce que tout rapport sexuel qui n'est pas consentant est une violence. Et nous connaissons des dames qui entretiennent des rapports sexuels non consentants avec leurs époux dans leur propre vie conjugale. Donc, il y a des préalables pour un rapport sexuel consentant. Et quand toutes ces conditions ne sont pas requises, la femme se sent violée. Oui, Alex. D'où le fameux principe de viol conjugal, qui est un débat dans certaines nations encore aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut être violenté psychologiquement? Est-ce que c'est... La typologie des violences, est-ce que le ministère de la Promotion et de la Femme au Cameroun a... J'ai vu leurs travaux, ils ont circonscrit, ils ont fait 4 grands groupes de violences, mais nos travaux à la PAFA, donc que je préside, Promotion assistante de la femme africaine, on a nous développé 2 grands groupes. Oui. Et dans les 2 grands groupes, il y a des sous-genres de violences, c'est-à-dire dans la grande typologie, il y a les violences physiques et les violences psychologiques. Et dans les violences physiques, on peut retrouver le viol, la bastonnade, le harcèlement physique, sexuel et d'autres formes de violence qui attaquent l'intégrité physique, comme les coups et blessures, et c'est ce qu'on ramène à bastonnade, coups et blessures étant le terme le plus indiqué dans la terminologie pénale. Maintenant, il y a les violences les plus subtiles, les plus dangereuses, où on va donc parler de la perversion narcissique. Il y a les violences psychologiques. Parce que quand on traduit dans le Larousse, la violence, je pense, c'est domination, agression, comme le pasteur disait. Mais il y a des violences silencieuses. Le silence au Cameroun, dans la grande catégorie des violences, le ministère de la Promotion de la Femme a bien précisé que le silence est une forme de violence. Donc, le silence est une violence. Il y a des violences économiques. Vous prenez une femme, vous ne lui donnez pas l'argent pour se nourrir. Il y a des violences psychologiques diverses, l'interdiction d'exercer une profession. Il y a plusieurs formes de violences subtiles. Mais en général, l'expérience montre que lorsqu'on arrive à la violence physique, qui est l'agression physique, il y a eu une plage de violences psychologiques qui ont atteint un seuil où on est donc arrivé, c'est-à-dire à l'épicentre même du phénomène qui est la violence physique. Donc en général, un homme, pour le cas qui me concerne, qui met la main sur une femme, a déjà quand même orchestré une série d'événements psychologiques. Et lorsqu'il y a une résistance psychologique, il arrive donc aux mains. C'est difficile que, comme ça, de façon spontanée, on arrive à une violence physique. Il y a d'abord les insultes, c'est des violences psychologiques. Il y a les agressions verbales qui sont psychologiques. Il y a le rabaissement, il y a tu ne sais pas penser. Il y a plusieurs formes d'humiliation. Quand je dis c'est subtil, c'est parce que ça ne peut pas être facilement qualifié en termes de droit. C'est pour ça que le droit a donc encadré tout ça dans les causes d'un divorce, dans ce qu'on appelle incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un conjoint qui prend de l'alcool,
et vous ne supportez pas l'alcool, mais lui veut faire l'amour lorsqu'il a fait l'alcool, ça devient un viol. Mais en même temps, paradoxalement, le devoir conjugal de la sexualité est là. Donc il y a plusieurs paramètres psychologiques sournois qui font qu'il faut faire très attention aux violences psychologiques parce qu'elles ne sont pas toujours facilement qualifiables en justice. Mais il faut de plus en plus intégrer le divorce comme une norme juridique, aussi bien que le mariage. Le divorce n'est pas une malédiction. Le divorce est un phénomène juridique prévu par la loi, comme le mariage est prévu par la loi. Donc ne nous enfermons pas dans une non-vie, donc dans une absence de sa propre vie au nom d'un titre matrimonial qui va nous faire passer à côté de notre vie et laisser une domination qui nous tue de l'intérieur chaque jour. C'est des raisons pour lesquelles des associations partout dans le monde comme les nôtres sont là pour appuyer, pour faire évoluer les questions de droit et même parfois pour faire révoluer les questions de droit dans certaines républiques. D'accord. Madame Nganta Sidonie, quand on parle de violence sexuelle, est-ce que le devoir d'une femme est de se donner et de s'offrir à son mari? Est-ce qu'en tant que femme, ça vous parle? Je crois que si on parle de la définition même de la violence, oui, c'est-à-dire le fait d'exercer une domination, le fait de vouloir obtenir par la force de quelqu'un qu'il fasse quelque chose. C'est un devoir pour une femme. C'est vrai, c'est un devoir. On devrait s'offrir, mais s'offrir librement. On devrait, je crois le pasteur a relevé cela, ça doit être un acte consentant et même consenti. Oui. Maintenant, quand monsieur revient, monsieur Mehdi l'a dit, peut-être parce qu'il a pris un verre de trop et qu'il veut absolument avoir son épouse avec lui pour un acte sexuel et qu'il utilise la force, alors ça devient de la violence. C'est une violence sexuelle. Qu'est-ce qui peut pousser un homme qui vous a aimé? Parce que pour épouser une personne, il faudrait aimer cette personne. Naturellement. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à vraiment à poser des actes de violence vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis des enfants? Bon, je dirais qu'il y a tellement de raisons. Il y a tellement de raisons. Déjà, un homme qui passe ou bien procède par la violence conjugale, c'est quelqu'un qui a, je dirais, un problème psychologique. Ouais. C'est-à-dire qu'il a certainement eu des antécédents familiaux liés à la violence. Peut-être que sa maman était une femme qui subissait également cette violence conjugale. Peut-être dans son entourage, peut-être une voisine, une amie à sa maman. Alors il grandit avec ça et forcément ça a laissé en lui comme une sorte de traumatisme. Et plus tard, il a comme tendance à répliquer ce qu'il a vécu dans l'enfance. Donc, soit parce que c'est devenu pour lui tout naturel, il te dit que c'est comme ça que les choses doivent être. Une femme, elle est faite pour être dominée, une femme, elle est faite pour être violentée, ou alors parce que par habitude, c'est entré dans ses mœurs à lui également. D'accord. Oui, pasteur Dimeli Debonnet, quelles sont les causes des violences? Il y en a plusieurs. J'ai lu un article sur ce que l'Organisation mondiale de la santé définit comme cause de la violence conjugale. Elle est multiple, elle est multiforme. On a des hommes qui ont le souci de se faire respecter, de se faire obéir, et d'obtenir de la part de leur conjoint une soumission totale. Et quand ils rencontrent en face une résistance, peut-être elle, due à sa psychologie, son état mental, due à son modèle d'éducation, due à sa culture, résiste, manifeste de la résistance vis-à-vis d'une telle obéissance ou une telle soumission. Et chez un homme qui n'a pas une structure mentale équilibrée et qui a été plus ou moins victime des mêmes situations en famille, il pourrait ressortir de sa part des actes de violence. On a aussi, selon l'OMS, les cas d'alcoolisme ou d'ivresse. Un homme sous l'effet d'alcool, que ce soit du tabac, que ce soit des drogues, quel que soit,
toute forme d'ivresse peut également déclencher chez un homme normal des actions de violence, attitudes violentes envers leurs enfants, envers son épouse. On a, nous le rencontrons au quotidien. Pour nous autres qui sommes pasteurs, vous entendrez un enfant qui vient dans votre église locale, vous appelez tardivement, le papa vient de rentrer, il est minuit, il fait du bruit dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? Vous recevrez des chrétiens dans votre assemblée un dimanche matin qui viennent avec un œil gonflé parce que monsieur est allé vivre un samedi soir et est rentré. Je ne sais pas ce qu'il a rencontré en face une fois à la maison. Ce qu'il dit, c'est que ça s'est soldé dans une violence. Parce que sous l'effet de l'alcool, il ne se contrôle plus. Il pèse la raison et, conséquemment, il réagit. On a également des causes telles que un échec scolaire. Quelqu'un qui n'a pas suivi un cursus scolaire réussi développe des frustrations internes. Quelqu'un qui vit sur le plan professionnel de l'échec peut développer une pathologie en termes qui se traduit plus tard par la violence vis-à-vis de ceux-mêmes qu'elle aime. J'ai vu dans un foyer un monsieur qui, sur le plan professionnel, ne s'en sortait pas. Et à la maison aussi, ne recevait pas du côté de son épouse l'attention demandée, le soutien recherché. Et parfois, pour se contenir, parce qu'il ne veut pas frapper sa femme, il frappe les murs. Mais ça, c'est encore beaucoup plus terrorisant. C'est toujours une forme de violence. C'est une forme de violence. Mais celle-là, c'est causée par son échec ou les difficultés sur le plan professionnel. Mais le fait d'intérioriser cette violence, est-ce qu'il ne se fait pas violence à lui-même également? La violence, tout à l'heure, pas seulement celle qu'on exerce sur l'autre, elle peut être exercée sur soi-même. Oui. Donc on peut être violent vis-à-vis de soi-même. D'accord. Oui, les causes de... Oui, donc en effet, moi je suis assez pieux. Oui. Et j'ai souvent pensé que les gens qui n'ont pas la paix intérieure sont des gens qui sont négatifs à l'extérieur. C'est-à-dire, ça m'engage à titre personnel, pas forcément en tant que président d'association. Moi, je suis très chrétien. Et j'ai la ferme conviction que si on a mis son couple sous l'empire de Dieu, on ne peut pas arriver à des phénomènes de violence. C'est-à-dire, ça ne peut pas arriver jusque-là. Bon, les causes en général, il y a deux causes. Il y a la cause première qui est la socioculture. Et il y a la deuxième cause, la conséquence qui est la justice. Donc la conséquence de la socioculture. Sigmund Freud, par exemple, présentait l'enfant, il parlait du complexe d'Oedipe chez l'enfant pour expliquer la personnalité de l'enfant grand. On avait pris l'enfant comme un sujet dominé ou dominable par les parents. C'est vrai, ça peut se faire. Les hommes peuvent comprendre un enfant. Mais c'était son époque, les années 30 et tout, il y avait un certain machisme développé qui faisait que Freud, dans ses travaux, a voulu aussi assimiler la psychologie féminine à la psychologie puérile. Et il ne s'en est pas sorti parce que dans tous ces tests, la femme réagissait parfois même mieux qu'un homme. Et on a donc parlé du continent inconnu, qui est la femme, le continent inconnu freudien. C'est un problème de socioculture occidentale parce qu'on a voulu embarquer la femme dans une compréhension en croyant que la femme est un être, un individu entièrement à part. Or, c'était l'erreur. La femme est un individu à part entière. Et l'histoire nous a démontré que c'est ça, puisque en 1945, la Charte des Nations Unies reconnaît l'égalité des droits hommes-femmes. En 1948, la Déclaration universelle. Mais il y a encore quelques balbutiements qui font qu'en 1979, la Convention, la CEDEF, donc sur l'égalité, qui est vraiment
axé sur l'égalité homme-femme, avec son protocole additionnel de 99, vient renforcer qu'il ne faut plus réfléchir exceptionnellement sur la femme. Quand vous voulez parler de la femme comme un sujet de droit, c'est un sujet égal. Je vais revenir tout à l'heure sur les questions physiologiques. Oui. Je parle des questions juridiques. On est égaux. Oui. En Afrique, ça ne voulait pas être bien perçu. On est bantou, on est. Le protocole de Maputo, c'est-à-dire la charte des peuples africains qui a précisé, c'est-à-dire dans cette convention Maputo, sur les droits et l'égalité de la femme, consacre la femme africaine. Donc il n'y a aucune raison qui fait qu'on puisse penser qu'il y a une société qui donne plus de droits à une femme qu'une autre à partir du moment où on a ratifié un quelconque traité onusien. Et dans notre socioculture, il y a des... J'ai déjà écrit au Conseil national de la communication parce qu'il y a des chaînes de télévision que je trouve irresponsables, qui viennent justifier que notre culture autorise une violence sur les femmes. Actuellement, nous sommes en campagne où nous avons eu des amis de notre campagne, l'ambassadeur de France, on a été au Premier ministère, on a actuellement des chefs, le président du Ngondo, Sa Majesté Ebou Boudola Mangabel, le sultan Djoya qui nous a reçus, j'en sors même là, son anniversaire est passé il y a quelques jours. On a eu le professeur Tchalandjomo, qui est Sa Majesté, qui est le président des autorités traditionnelles du centre. Et puis on est en train de continuer, on va aller au nord, à l'ouest et tout. On voulait savoir quelle disposition ou quel dispositif, dit ou non dit, justifie des violences faites sur les femmes. Il n'y en a aucun. Donc on a le droit national qui protège la femme. Mais là, on s'attarde uniquement sur les violences faites aux femmes, mais des hommes également subissent des violences au quotidien. Tout protège la femme. Oui. La tradition, oui. Le droit et la diplomatie. Oui. Maintenant, c'est taillé sur mesure et à dessein parce que les Africains respectaient à l'origine plus la femme que les Occidentaux. Donc il y a une caricature qui est faite aujourd'hui que nous les Bantous c'est faux. Oui. Nous on n'a pas pendu nos reines, nous on ne brûlait pas nos saintes et machin, non. Mais on a donc importé un droit de Napoléon qui était patriarcal, mais qui a évolué même chez eux et qui reste immuable ici, taillé sur mesure pour toujours donner la part forte au machisme. Donc je disais, il y a une socioculture qui fait qu'on croit que la femme est un sujet et il y a la justice qui a un dispositif textuel avéré, mais qui ne veut pas l'appliquer. Donc, il y a une sorte d'impunité. C'est pour ça qu'on existe. On n'existe pas pour venir expliquer au Cameroun que les femmes ont des droits. On vient expliquer au Cameroun, enfin, rappeler au Cameroun que vous avez donné des droits à ces femmes. Oui. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de conciliation ou de négociation, mais de revendication. Mais, Madame Ganté, il est plus honteux, pas plus honteux, mais notre société fait en sorte que c'est pas évident pour un homme de dire je suis violenté par mon épouse. Pourtant, ils vivent des traumatismes au quotidien. Il y a des hommes qui sont brutalisés, il y a des hommes qui sont insultés, il y a des hommes qui sont méprisés. Pourquoi est-ce que quand on parle de violence conjugale, on voit uniquement la femme, alors qu'il y a des hommes qui subissent? Je crois que tout à l'heure, le juriste a relevé cela. Oui. Les violences faites aux hommes, ça existe. Oui. Mais seulement pourquoi on n'en parle pas? Seulement que dans notre société, le ratio est plus élevé chez les femmes. Donc c'est beaucoup plus les femmes qui subissent cette violence-là. Oui. C'est vrai que même les femmes, de moins en moins en parlent. Je veux dire, peu de femmes vraiment parlent des violences qu'elles subissent dans leur foyer. Oui. Elles ont tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes, elles ont tendance à garder cela pour elles-mêmes. C'est toujours aussi honteux en fait. C'est-à-dire que quand une femme est violentée par son époux, à un certain moment, c'est comme si c'était elle le problème en fait. Donc, au Cameroun, j'ai l'impression qu'il est normal pour une femme de dire mon mari a levé la main sur moi. En fait, ça court les rues. Bon, oui, ça semble normal. Ça semble normal. Voilà. Mais un homme, en fait, je veux comprendre ce qui explique le fait qu'un homme, pour un homme de dire, ben, ma femme a battu sur moi. Oui, c'est vrai qu'un homme ouvre la bouche pour le dire, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit compliqué pour un homme de dire je suis violenté par mon épouse, je suis traumatisé par mon épouse, je suis terrorisé par mon épouse? La femme est le sexe faible. Donc c'est plus facile ou bien ça passe mieux dans la tête. Enfin, c'est une expression qu'on utilise, c'est pas moi qui l'ai créée. C'est pas moi qui l'ai créée. C'est pas moi qui l'ai créée. La femme n'est pas le sexe faible? La femme, le sexe faible, c'est toujours une invention des machos
pour diminuer la femme. Pour dominer. C'est-à-dire, ça vient de la fameuse allégorie du jardin d'Éden, Oui. Adam et Ève, où on dit que c'est pas la faiblesse de la femme que l'humanité a plongé. Donc, c'est toujours pour dire que tout le mal vient de la femme. De la femme. Et après, certains littéraires français ont voulu arranger en appelant le pauvre sexe. On ne veut pas, non, les femmes n'ont pas besoin d'être appelées le sexe faible. On veut toujours expliquer tous nos malheurs par la femme. Et les femmes sont comme ça. Restez même dans un taxi, prenez un taxi, vous allez voir. Quand ils font, ah, c'est une femme qui est au volant. Vous voyez toujours cette façon de rabaisser la femme, c'est des violences sociales, psychologiques, latentes et subtiles et qui, au fur et à mesure, font croire à la femme qu'elle est inférieure. Et aujourd'hui, vous assistez à des féminicides. C'est pour ça, la violence des hommes que vous voulez évoquer, c'est tout un autre sujet. Il ne faut pas qu'on se perde un peu. La violence faite sur les femmes est un fléau. Ouais. C'est pour ça que nous existons. La violence faite sur les hommes est une exception. Les prorata sont très réduits. Combien de femmes... Mais après, on dit toute violence est condamnable. La justice protège les hommes battus. Oui. Il y a des associations d'hommes battus. Mais les hommes se plaignent du fait qu'eux également, ils subissent. Mais on n'en parle pas. On ne parle pas des violences dont ils font face au quotidien. Ils n'en parlent pas. Comment vous avez su? Non, on n'en parle pas. on ne traite pas de ça, en fait. La loi couvre plus la femme violentée. Au Cameroun? Bah, c'est ce que les hommes disent. Que la loi couvre plus les femmes violentées par rapport aux hommes. La loi au Cameroun est extrêmement encore machiste parce que il faut même, on a des travaux avec les députés, on va travailler là-dessus. Des avocates, femmes même aujourd'hui encore, pour gagner un procès, donnent prévalence au droit civil sur le droit international, à peu près comme la référence en France. C'est-à-dire, pour qu'elle gagne un procès, elle accepte qu'on applique, parce qu'elle a peut-être un client homme, qu'on applique une justice qui est en défaveur aux femmes. Alors que les tests et conventions internationales dans la hiérarchie des normes juridiques met la convention au-dessus de la loi nationale. Donc je veux dire, c'est subtil. On en parle plus parce que les femmes sont plus violentées. Mais rassurez-vous, d'expérience, on n'a pas 10% de femmes qui se plaignent dans la société. C'est qu'elles sont tellement violentées que vous avez l'impression qu'elles dérangent. Et les hommes qui se plaignent, machin, il y a des violences subtiles. Les femmes peuvent insulter son mari du matin au soir. Mais je vous dis, ça m'engage à titre personnel, c'est pas juridique. Il n'y a pas un couple de croyants qui a mis leur relation sous l'empire de Dieu, où on voit des bastonnades. Il y a un homme de Dieu avec nous. On dit souvent, les gens de Dieu se verront par leurs œuvres. C'est-à-dire la musique que vous écoutez chez vous, le langage de vos enfants, les engueulades, on comprend que vous ne priez pas ensemble. Parce qu'un couple qui a fondé et qui a compris la relation amoureuse n'en arrive pas là. Donc il faut plus faire un travail social. Et nous aujourd'hui, dans notre temps, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires. Parce que ces enfants sont les acteurs sociaux et conjugaux de demain. Cette génération-ci, on sensibilise comme on peut. Mais il y a des gens qui sont arrêtés là-dessus. Ils ne discutent pas avec un être qui s'accroupit pour faire pipi et tu ne peux rien enlever. Mais on est toujours en train de se plaindre que les divorces se multiplient. Le divorce, à l'époque, je pense que le pasteur peut le constater, à l'époque c'était très rare. Aujourd'hui, c'était tabou. Aujourd'hui, ça évolue parce que les femmes ont reçu les mêmes informations que nous, les mêmes diplômes que nous, l'accès au même truchement d'informations, tous azimuts. Donc, vous voyez, la société, curieusement, évolue. Mais au lieu qu'on ait des femmes plus silencieuses, on a plus de rebelles. Parce que les hommes n'ont pas compris qu'il faut avoir un allié et non un adversaire dans le couple. C'est des couples de compétition au lieu des couples d'union. D'accord. Voilà. Oui, pasteur, je viens à vous. Pendant vos préparations, que vous encadrez des futurs mariés, est-ce que vous n'arrivez pas à déceler, est-ce qu'on ne peut pas déceler ça avant le mariage? Est-ce que ça ne peut pas, on ne peut pas reconnaître une personne violente avant le mariage? L'homme est vraiment dynamique et parfois c'est perceptible sur, si on veut, sur l'approche de son langage, son attitude, mais je vous assure, c'est subtil. Mais est-ce que vous serez capable de dire à une femme qui est en pleine préparation de mariage d'arrêter le mariage si le fiancé est violent? Non, nous estimons que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de conseiller. Et de protéger également? De conseiller, oui. De montrer les pour et les contre, oui. Et permettre aux conjoints ou aux futurs époux de choisir en libre conscience.
Mais pasteur, on dit très souvent que l'amour est aveugle. Quand on aime, on n'arrive pas, on ferme les yeux sur les défauts des uns et des autres. Est-ce que en encourageant, par exemple, c'est vrai que vous ne dites pas, vous ne stoppez pas tout de suite, vous laissez faire. Est-ce que en laissant le couple aller jusqu'au bout, vous n'êtes pas en train d'encourager la violence dans un futur foyer? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit tantôt, la décision d'épouser un tel ou pas tel appartient à chaque individu. Et personne n'a le droit d'influencer sur la décision. Donc, notre rôle en tant qu'encadreur psychologique ou conseiller, pasteur, etc., c'est de conseiller, d'attirer l'attention sur les avantages et les inconvénients à choisir un tel par rapport à un tel. Mais, au fin de compte, la décision finale appartient à l'individu qui veut se marier. Je vais réagir un tout petit peu sur la déclaration que vous avez faite. Pour moi, quand on aime, on doit aller au-delà de cette dimension de l'amour qui est aveugle, qui se veut aveugle. C'est-à-dire? L'amour doit être rationnel. Ça veut dire que je dois être conscient de ce que je suis en train de choisir. Je dois connaître mon conjoint, mon potentiel conjoint, avec ses atouts et ses faiblesses. Je dois connaître l'origine de sa souche, quoi, sa famille. Il a grandi dans quel environnement? Quel modèle d'éducation a-t-il reçu? Quelles sont les réalités propres à sa tribu, propres à son éducation? Et choisir en âme et conscience. Madame Gantia, est-ce qu'une troisième personne ne peut pas être la cause de violence? Une troisième personne, puisque le mariage, c'est deux personnes. Est-ce qu'une troisième personne externe ne peut pas être une cause? Naturellement, on a des cas où c'est une troisième personne qui est la cause de la violence. Je vais prendre cet exemple que nous connaissons tous dans la société, où les belles-mères viennent s'immiscer dans les couples. Oui. Vous voyez, monsieur a bel et bien choisi son épouse. Quand je parlais de troisième personne, je faisais allusion à une relation... J'en viens, j'y ai pensé. Mais je voulais commencer déjà avec ce triangle-là, c'est-à-dire monsieur, madame et la belle-mère. Donc très souvent, la belle-mère vient s'infiltrer dans le couple et commence à dicter des choses dans le couple. On demande par exemple à monsieur d'être peut-être plus rigide avec sa femme parce qu'on a trouvé qu'ils s'entendent bien et on fait comprendre à monsieur, voilà, madame t'a tobassifié, entre guillemets, et c'est pourquoi tu l'aimes tel que tu le fais, c'est pourquoi tu es aussi doux envers elle. On dit non, prends ta place d'homme, sois rigide, fais preuve vraiment de force et autres. Donc cette troisième personne, la belle-mère, dans la plupart des couples, joue ce rôle-là. Mais il y a également la troisième personne, c'est-à-dire une autre femme qui entre dans la vie du couple. Une autre femme comme un autre homme, mais dans la plupart des cas, c'est les autres femmes. Parce que nous savons que, de manière générale, la femme, quand elle aime, elle sait être fidèle. Oui, je ne me jette pas des fleurs, je ne jette pas des fleurs aux femmes, mais c'est un peu ça. Et je crois que c'est pour ça que, justement, permettez-moi un peu de relever ça, c'est pourquoi Dieu a demandé à l'homme de pouvoir aimer sa femme. Parce que justement, il s'est rendu compte que c'est un peu difficile pour l'homme d'aimer. Il dit aimer, mais dans les faits et gestes, on ne voit pas de cet amour. Et facilement, il y a une tierce personne qui peut entrer dans la relation. Et du coup, il me revient justement qu'il y a des hommes qui n'aiment pas être interrogés là-dessus. On a parlé des violences tout à l'heure, des violences psychologiques. Parfois, ça résulte également de ça. C'est-à-dire que monsieur a grandi avec une éducation où la femme n'avait pas le droit de lui poser des questions. Et du coup, quand elle se met à lui poser des questions, peut-être au sujet de ses sorties, de ses multiples sorties, au sujet d'autres relations, alors monsieur prend mal et puis il en vient aux mains, coups et blessures et autres. Donc, une troisième personne peut certainement susciter la violence dans le couple. Les conséquences des violences conjugales? Désastreuses. Désastreuses parce que aucune action
aucune violence ne répond jamais à un problème. La violence est toujours mère de la violence. C'est pour ça que c'est un grand dictateur, c'est un grand tyran. Lorsqu'il avait évincé un adversaire, il tuait jusqu'au dernier de l'autre famille. Donc, parce qu'aucune forme de violence n'est jamais la bonne solution. Oui. Et le travail que le pasteur fait aujourd'hui, c'est un travail fort parce qu'au début, quand on avait lancé avec des proches, l'association des proches des femmes, on pensait que la solution était juridique. L'approche juridique n'est pas la plus efficace. C'est l'approche prophylactique, donc l'approche psychologique. Il faut préparer les mentalités. L'ignorance fait qu'on est souvent violent. Oui. Et la cause de beaucoup d'incompréhension, c'est l'ignorance. C'est pour ça que quand vous expliquez bien à quelqu'un, en général, il dit « Ah, ok ». C'est-à-dire si vous arrivez même quelque part, dans un supermarché ou dans un bureau où il y a un problème de rang, vous vous fâchez, il suffit juste qu'on vous calme un peu et quand un responsable vous explique... On va continuer juste après. Donc les conséquences des violences conjugales aujourd'hui sont désastreuses. On est souvent en train de s'arrêter sur l'homme vers la femme. Oui. C'est un prorata à plus de 85%, donc c'est pour ça que je parlais de fléau. Mais on oublie les enfants. Oui. C'est les plus grandes victimes. Parce qu'on m'expliquait tout à l'heure, ce dernier pasteur, Wordsworth, un psychologue, disait l'enfant est le père de l'homme. C'est ce qu'on reçoit qu'on transmet. Tout à fait. Donc les gens agressifs souvent sont des gens qui n'ont eu la violence que pour le seul moyen d'expression. Papa tape maman et tout. Il serait très insolite pour un enfant qui a vu ses parents ne jamais arriver au même d'arriver au même. Et je vous donne un petit exemple parce que ce sujet est vaste. Hein? Oui. Regardez bien nos familles. À la fin de sa vie, l'homme généralement a beaucoup de problèmes avec ses enfants, surtout les enfants garçons. Parce que quand il va en retraite, et en Afrique, malheureusement au Cameroun surtout, en retraite on est diminué financièrement, ça peut se justifier. Les enfants, eux, ils ont grandi, donc ils sont maintenant au pic de la gestion financière. Ils protègent leur mère maman, oui. qui était victime de et violence. Dans leur fond intérieur, inconsciemment, il est latent, mais là, il est potentiellement déclenchable à la moindre étincelle. Leur père est un ennemi de leur mère. Et quand leur père mettait la main sur leur mère, quand ils étaient impuissants, la vengeance, vous observerez à 80% des couples qu'il y a des familles où le père, la réaction est toujours, ils écoutent seulement leur mère. N'est-ce pas, vous êtes avec votre mère contre moi, c'est un phénomène normal parce que vous avez été le bourreau de leur mère pendant qu'ils étaient enfants. Vous avez trompé leur mère, vous dormiez dehors, vous refusiez de l'argent à leur mère, ils en donnent aujourd'hui. Un enfant a plus rapidement le réflexe, par exemple, s'il est en Europe, de faire venir sa mère en vacances avant son père. Il voit son père quand il n'a pas le choix, quand il faut peut-être aller doter sa femme et tout. Mais les complicités et les confidences sont avec la maman. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'il y a un cordon naturel entre la mère et l'enfant. Mais la manière dont il vous a vu traiter sa mère vous donne une norme relationnelle dans l'avenir avec lui-même. Donc c'est des catastrophes terribles au niveau des enfants, même dans la société. Quand vous voyez des réactions, on a un artiste ivoirien qui était mort là, Arafat. Je n'aimais pas beaucoup sa musique, mais après j'ai appris à connaître l'homme. Je respecte parce qu'il avait un grand public. Sa musique ne me parlait pas, mais après sa mort, j'ai un peu regardé la vie d'enfant. Mais il a eu une enfance très difficile, très frustrante. Et son caractère agressif, sa manière de traiter les femmes et tout, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait un cri de douleur à exprimer. Donc ce qu'on reproduit là à la maison, les vraies victimes, c'est nos enfants. C'est les enfants. Vous ne pouvez pas aimer vos enfants et taper leur mère. Vous ne pouvez pas aimer un homme et ne pas aimer sa progéniture. Vous ne pouvez pas aimer une femme et ne pas aimer l'enfant qui est venu avec elle dans le mariage. Parce les violences conjugales vont jusqu'aux enfants, même physiquement. La belle-mère qui maltraite les enfants et tout le reste.
Donc, il n'y a rien de bon dans la violence. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, la violence crée toujours la violence. Et donc, la somme des frustrations, la rupture des frustrations, c'est généralement une réaction violente. C'est comme le peuple dans certains pays. Il peut être mieux 100 ans, mais un jour, il se lève comme un seul homme parce que vous les avez longtemps maintenus en captivité. Oui, les conséquences sont multiples et désastreuses, comme il a dit. Il n'y a vraiment rien de bon dans les violences conjugales, absolument rien de bon. Et les violences conjugales ne résolvent aucun problème, vraiment aucun problème. Ça, elles en créent plutôt. Déjà, il y a des conséquences sur les victimes, les femmes qui subissent ces violences. Vous allez voir une femme qui a subi des violences, elle devient très irritable, elle perd l'estime de soi, elle subit un traumatisme, son sommeil est perturbé. Et vous allez la voir, pour la plupart, elle passe par ce qu'on appelle la perte de poids. C'est-à-dire parce que son esprit n'est pas au repos, son âme n'est pas apaisée, elle va forcément perdre du poids, même si... Sans vous couper, oui. On a souvent des personnes qui aiment se faire battre. Et je ne vais pas citer, on a souvent tendance à dire qu'il y a une région au Cameroun qui aime bien la bastonnade, qui aime bien quand on exprime l'amour par la bastonnade. Oui, je dois dire, sur ce point-là, c'est vrai, moi-même j'en ai entendu parler. Et généralement, c'est la région du centre. On dit que les femmes de cette région aiment bien se faire battre. Pour elles, c'est comme une preuve, c'est comme une évidence que leur mari les aime. Mais tenez-vous tranquille, même quand elles le pensent, quand monsieur commence à battre, quand il commence à user de la violence, ça devient extrêmement insupportable. Parce que oui, la violence, vous savez, il y a des cas isolés, il y a des cas isolés, mais il y a des cas répétés. Et quand ça devient déjà une habitude, pour une moindre chose, pour un moindre rien, monsieur est en train de battre sur vous, ça devient insupportable. Je le dis, pour être une femme de pasteur aussi, c'est une autre casquette de moi. Et dans mon assemblée, nous avons un couple comme cela. Nous avons un couple comme cela, et la femme justement est du centre, et il arrive parfois qu'on est en train de la conseiller, qu'elle dise oui c'est vrai que j'aime bien qu'il porte la main sur moi parce que c'est une preuve qu'il m'aime, mais tenez-vous tranquille, elle est la première aussi à venir se plaindre. Oh, voilà, il m'a encore battu, voilà, il m'a encore violenté, et ça reste toujours en travers de la gorge. Ça reste toujours en travers de la gorge. Donc les conséquences sont multiples sur la victime, mais également sur les enfants. Comme M. Sadi vient de le relever, et je suis dans le milieu éducationnel, et je peux vous garantir que la plupart des enfants qui ont des troubles comportementaux, c'est des enfants qui proviennent des familles où la violence est utilisée constamment. Ils ont des troubles comportementaux, ils ont des troubles affectifs, eux-mêmes deviennent des délinquants. Quand on parle de la délinquance juvénile, la plupart du temps c'est ça. Quand on commence à les interroger, quand on commence à creuser dans leur background familial, on se rend compte que à la maison ça ne va pas. À la maison ça ne va pas. Et forcément ça a également un impact sur leur performance scolaire. C'est des enfants qui vont subir échec sur échec parce qu'ils ont un problème de concentration. Ils ont un problème de concentration. Leur maman est constamment violentée, ils ne peuvent pas être en paix, même quand ils sont dans la salle de classe, pendant que le professeur est en train de dispenser les cours, leur esprit est ailleurs. Leur esprit est ailleurs. Et comme il le disait tout à l'heure, il le relevait, ils ont toujours tendance à vouloir se projeter un peu comme l'avocat de leur mère. Même si sur le champ, là, ils sont impuissants, ils se projettent déjà dans l'avenir, et pour voir un peu ce qu'ils pourraient faire pour pouvoir défendre leur mère, pour pouvoir apaiser ses souffrances et tout. Au-delà de ce que mes deux copanélistes ont dit, les conséquences sont énormes. Dans une famille où il y a de la violence conjugale, il n'y a pas de... Il n'y a aucune possibilité d'épanouissement, tant bien psychologique qu'émotionnel. Et ça va se transporter dans le monde professionnel, où dans le cercle professionnel, la capacité de productivité va baisser, va chuter.
Et ça, sur l'économie, modèle de leadership que nous avons dans la société. Une famille qui n'a pas de paix a le modèle ou la structure mentale de l'enfant. Quand vous avez suivi Madame elle voulait dans la vie des élèves à l'école. Aujourd'hui, on a un phénomène de microbes qui ne cesse de croître dans notre nation. Et on se rend compte que ce sont des enfants. On se rend compte que ce sont des enfants. Pratiquement. Si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces enfants viennent des familles où il y a de la violence conjugale. Au-delà de l'approche intellectuelle, certains d'entre nous allons dire, ok, c'est aussi causé par un esprit dans ce domaine. Mais très souvent, cet esprit passe par cette violence conjugale. Donc, ça se passe de la fille. Et plus tard, elles vont reproduire le même modèle dans leur foyer. Une fois grande. Les conséquences sont énormes et ça affecte toute la société. Aucune société ne peut s'épanouir tant que le cercle familial ne connaît pas la paix, ne connaît pas l'harmonie, ne connaît pas l'unité. Et ça passe par ce qu'on développait tout à l'heure, quand on aime, on ne violente pas. On s'est rendu compte que plusieurs femmes perdent la vie et ces derniers mois, le taux a vraiment augmenté. On a ce Camerounais qui a fusillé sur son épouse. Ensuite, il s'est fusillé lui-même parce qu'elle avait demandé le divorce. On a le cas de ce couple ghanéen, notamment ils étaient les pasteurs. Oui, et on a également le cas d'un célèbre artiste africain qui a brutalement battu sur sa compagne. Donc, la mort également l'une des conséquences des violences. Oui, brutalement et permanemment battu, parce que nous avons fait des sorties là-dessus avec des organismes confrères maliens. Oui. Donc c'était récurrent. Oui. Et ce sont des pays où les droits de la femme, c'est encore une vue de l'esprit. Ici, si on se plaint, il y a des pays en Afrique de l'Ouest où... Bon, lorsque vous parliez des femmes qui se complaisent dans la violence, c'est un phénomène psychologique, c'est une pathologie qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire vous commencez à avoir de l'affection pour celui qui vous maltraite. Ça veut dire que lorsque vous n'avez eu qu'une seule forme d'éducation, vous croyez que c'est l'unique forme d'éducation au monde, jusqu'au jour où on vous sort de là. De là, ouais. Il faut peut-être un jour que vous alliez en vacances chez un oncle pour savoir qu'on prend le petit déjeuner à midi. En fait, moi, je me rappelle une petite histoire. Chez nous, on prenait le petit déjeuner le matin et une fois, je vais chez un oncle. J'attends jusqu'à midi, 2 jours. Je dis, mais on ne mange pas ici le matin. Et puis mes cousins là me disent que manger le matin comment, mais on va manger à midi. Donc vous voyez, lorsque vous n'avez pas l'information, c'est pour ça, et la culture, donc il y a des brutalités. Les femmes bêtises aiment la violence. Ce sont des stéréotypes parce que les femmes sont résignées. Ouais. Aucune femme qui connaît ses droits ne peut accepter qu'on mette la main sur elle. Maintenant, les aspects de masochisme ou sadomasochisme qui sont des aspects sexuels, ça c'est la vie intime des gens, c'est dans la chambre. Il y a des hommes qui aiment même qu'on les fouette. Ça c'est leur vie, c'est pas leur vie privée même, c'est intime. C'est-à-dire on ne sait pas, c'est leur sexualité. Mais nous sommes en train de parler de violence sur des questions d'ordre public, encadrées par la loi. Ce qu'on voit, le voisin a tapé sa femme, le voisin a défenestré sa femme, le voisin a tiré sur sa femme. C'est sur ces questions qu'on parle. Mais il n'y a aucune violence au monde qui se justifie. D'accord. Donc, même si on ne va pas chercher à expliquer ou justifier les violences, c'est comme si un jour vous allez justifier que en fait, le bandit est venu chez moi parce que j'ai mal fermé la porte. Ou parce qu'il avait faim. Ou parce qu'il avait faim. Vous ne devez pas justifier un crime. Les violences faites sur les femmes
où les violences faites sur son semblable sont des crimes à condamner avec la plus forte énergie. Justement, que dit la loi à ce sujet? La loi a une foultitude de tests. Sur les tests internationaux, je vous ai donné la loi CDF 79 avec son protocole additionnel de 99. Il y a le protocole de Maputo de 2003 que le Cameroun a ratifié par son Excellence Paul Biya en 2009. Il y a le code pénal camerounais même qui est dans les coups et blessures et tout. Bon. Et sur les aspects civils, il y a un code de la famille qui est dans les tiroirs de l'Assemblée. Il faut bien qu'on discute avec les élus pour qu'on comprenne pourquoi ils ne s'étaient pas entendus sur le rôle du chef de famille, qui donnait donc une prévalence très forte à l'homme, et ça a coincé et tout. Et il faut qu'il ressorte. Moi, je vous dis, le mariage, ce n'est pas une association, ce n'est pas une société, ce n'est pas un partenariat. C'est une union. C'est-à-dire, il faut bien... Le mot union entend homogénéité. Donc, on ne part pas d'un mariage pour souffrir ou pour supporter. Ah, il faut supporter, ma soeur, ils sont comme ça. Il faut, les femmes, c'est comme ça. Oh, non. On va dans un mariage pour s'épanouir. Et il ne faut pas confondre les relations sexuelles ou l'autodétermination du mariage social suprême. Vous pouvez avoir des besoins physiologiques et dire à un homme que mon frère, écoutez, vous me faites ne me promettez pas, ne me mentez pas. Parce que c'est le mensonge qui fait que demain vous découvrez qu'il vous a promis des choses, il ne les tient pas, et vous êtes embarqué dans une chose et des engueulades et ça arrive à des violences. Il peut être honnête et vous dire, vous me plaisez, je n'ai rien à voir, je ne sais pas, mais arriver à une hauteur où on se respecte. Celui qui respecte ne ment pas, ne tape pas, ne rabaisse pas. Donc la loi est ferme là-dessus, c'est-à-dire le code pénal camerounais a une foultitude de tests, les tests internationaux. Maintenant, il faut que nous travaillons dur pour qu'il y ait une prévalence claire des conventions qui sont au-dessus de la loi nationale et qui protègent encore plus la femme, ratifiée par le Cameroun. D'accord. Oui, Madame Ngandja, on a eu un cas cette semaine d'un monsieur qui est rentré et il a mis le feu à la maison. Il a mis le feu à la maison. À Bafoussam? Oui, à l'ouest. À Bouddha, oui, à l'ouest. À quel moment, et bon, je l'ai dit dans ce reportage, la femme semblait justifier l'acte de son mari. Elle dit, il est comme ça. Quand il boit, il est comme ça. À quel moment une femme doit dire stop? Justement, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que lorsqu'on évoquait le fait qu'il y a certains hommes qui subissent des violences et qui n'en parlent pas, j'ai dit qu'il n'y a pas que les hommes. Et c'est vrai, on est dans une culture de silence où la femme, je l'ai dit, lorsqu'elle subit des violences, elle a tendance à croire que le problème vient d'elle. C'est elle qui en est responsable. Peut-être parce qu'elle ne s'est pas bien comportée, peut-être parce que, bref, elle n'a pas su prendre soin de son... Est-ce que ce n'est pas la société également qui a façonné la femme ainsi? Parce que la société nous dit qu'une femme est celle qui maintient la paix dans son foyer, une femme est celle qui réussit à calmer son mari, une femme est celle qui prend sur elle. C'est vrai, la femme joue le grand rôle dans la famille. Le pasteur ne me dira pas le contraire. Elle a vu déclarer que la femme sage bâtit sa maison. Ouais. Donc elle doit voilà. Dans Proverbe chapitre 14, elle doit bâtir sa maison, elle doit calmer son époux, elle doit veiller à ce que la paix règne. D'accord, mais à quel moment est-ce qu'elle doit dire, une femme qui est victime, une femme qui subit, à quel moment doit-elle se... À la première gifle. À la première gifle. Moi, je trouve que c'est quand même aller vite en besogne. Oui. Tout à l'heure, on a parlé, j'ai évoqué cela, des cas de violence isolés. Oui. La première gifle, mon avis, c'est un cas isolé. La première gifle. C'est vrai, on ne va pas dans un mariage pour être violenté, mais il est un être humain et sur le coup de la colère, la main peut se lever, la gifle peut arriver. Mais quand ça devient répétitif, peut-être 10 fois... il faut attendre 10 fois. Enfin, quand ça devient répétitif, je ne vais pas évoquer peut-être un nombre de fois, mais quand ça devient répétitif, et la femme saura quand ça devient répétitif. Ça dit qu'une fois ça s'est fait, une seconde fois, une troisième fois, et surtout à base de rien. C'est-à-dire qu'elle était nickel dans son attitude de femme, elle n'avait vraiment pas de reproche à se faire, elle s'est comportée en bonne femme, mais monsieur a lâché le coup.
il le fait encore et encore, je crois que ça devrait tiquer. Ça devrait tiquer. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, elle doit tout faire pour pouvoir s'ouvrir à quelqu'un. Parce que ça, c'est aussi capital. Lorsqu'on se renfrogne, lorsqu'on se recroqueville sur soi-même, on ne peut que subir encore et encore. Et je crois, le juriste l'a dit, la loi est contre la violence. Parce que peut-être pour certaines femmes, elles ne le savaient pas, la loi est là pour protéger les femmes qui subissent des violences. Donc il suffit juste qu'on se rende peut-être à la police, peut-être à la gendarmerie, qu'on fasse remarquer ses coups et ses blessures, qu'on porte plainte. Et à ce moment-là, je crois que on viendra pour veiller à protéger cette femme. Pas que cette femme également, mais ses enfants aussi. Pasteur, à quel moment vraiment, j'insiste sur la question parce que un coup peut envoyer quelqu'un à la morgue. Une insulte, par exemple, peut détruire une personne. À quel moment on doit dire stop? Que ce soit la femme comme l'homme, hein, puisqu'on a dit les deux subissent les violences au sein de la famille. Pour moi, Oui. Je suis contre toute forme de violence. D'accord. Elle ne doit pas exister. C'est la raison pour laquelle nous autres nous existons. Pour dire que c'est possible de vivre sans violence. C'est possible d'introduire Dieu comme la pierre angulaire de son foyer et de vivre sans violence. Donc, avant d'arriver à votre question, l'homme est le premier responsable de son foyer. Ce qui se passe en bien et en mal au sein d'un foyer repose sur l'homme. Ouais. Et que si vous voulez qu'il y ait paix dans votre foyer, vous y travaillez en tant qu'homme. Vous êtes premier responsable de ça. Donc je ne pense pas que c'est la responsabilité de la femme. C'est la responsabilité de l'homme. Et d'ailleurs, pour évoquer le cas d'Adam et d'Ève au jardin d'Éden, c'est quand l'homme démissionna de ses responsabilités de leader que la femme a cédé à la tentation. Donc il faut que les hommes reprennent leur rôle, assument leurs responsabilités dans leur foyer. Et la violence, le juriste l'a dit tout à l'heure, est le moyen d'expression des faibles. Un homme fort ne violente pas. Parce qu'un homme fort est une personne équilibrée, est une personne réfléchie, est une personne qui a une certaine estime de soi. Quand on a une estime de soi, on ne violente pas. Donc pour moi, pour revenir à votre question, dès la première heure qu'on perçoit les signes, les symptômes de violence, il faut dire non. Il faut dire non. Maintenant, comment dire non? Peut-être on en reviendra. Justement, comment prévenir? Il ne reste plus assez de temps. Comment prévenir la violence? Je vais laisser le soin, je vais te donner des conseils. Oui. Dans l'approche juridique, etc. Non. Mais moi, oui, ça commence par l'éducation. oui. Les violences d'aujourd'hui, ou alors de demain, pardon, vont se régler par la qualité de l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. Que ce soit à la maison, à l'école, Dans la société. Dans la société. Aujourd'hui, nous avons les médias de plus en plus écoutés. Prenons la meilleure éducation, prenons les valeurs saines. Donc, c'est la première solution. La seconde, d'après moi, pour celles qui sont d'actualité, pour nous qui sommes déjà adultes, parce que chasse non naturelle, il vient dans l'eau. À ce moment-là, ça nécessite une intervention divine, c'est-à-dire l'action de Dieu. Parce que Dieu seul a la capacité de transformer un homme, de changer sa structure mentale, d'influencer, ou alors d'avoir le dessus sur des différentes types ou formes d'influence psychologique, spirituelle qu'il peut avoir. Donc, il faut inviter Dieu
dans nos vies. Il faut inviter Dieu dans nos familles. D'accord. Madame Sidonie? Comment prévenir les violences conjugales? Moi, je pense qu'il y va de beaucoup d'éducation. Je vais évoquer le milieu éducatif pour y être. Dans nos établissements, nous avons les conseillers d'orientation ou les conseillers d'orientation. Ces conseillers d'orientation vont dans les classes et ont des causeries éducatives avec les élèves. Le juriste l'a évoqué tout à l'heure. C'est un peu difficile de pouvoir parler aux adultes que nous sommes. Parce qu'on a déjà des clichés, on a des modèles. Et pouvoir nous sortir ça de la tête, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont les acteurs de demain, je crois que tout est à faire. On peut leur parler et pouvoir leur faire voir comment devraient être les relations dans un couple. C'est-à-dire tout faire pour ôter cet ancien modèle-là. Oui, Alex. Quand une femme vient dans votre association pour se plaindre des violences qu'elle subit au quotidien, comment vous faites pour l'aider? Je peux rapidement, avant de revenir, je vais revenir sur ce que madame a dit tout à l'heure. Je maintiens, parce que là je vais regarder la caméra, je vais être assez ferme sur cette position. D'expérience, lorsque vous avez été victime, vous pouvez vous renseigner de violence une fois, vous serez victime toutes les fois. Je sais très bien de quoi je parle. Lorsqu'une femme est victime de violence, la première fois, elle doit dire stop. C'est-à-dire, c'est des standards nationaux et internationaux. C'est la tolérance zéro. Un homme violent est toujours porté à répéter. S'il vous dit qu'il a changé, dites-lui c'est très bien, mais je te souhaite de changer avec la prochaine. Il faut être extrémiste, hein? Je dis, non, c'est pas extrémiste, c'est réaliste. Vous observerez que quand on a commencé par une gifle, ça va arriver à l'hôpital. Ça, c'est tout le temps. S'il a promis de changer, c'est bien. Éduquez vos filles, éduquez vos garçons à ne pas mettre la main. Une femme ne se fait pas violenter. Il n'y a pas une justification. Ce n'est pas à cause de toi qu'on arrive aux mains. Une femme ne se fait pas violenter. Je suis clair là-dessus. Je ne négocie pas dessus. Vous comprenez? Je peux encore comprendre qu'on éduque certaines personnes sur deux ou trois choses. Mais qu'on arrive à... Parce que je me suis même laissé emporter une fois dans un truc sur une chaîne... parce qu'on m'avait mis avec quelqu'un en face qui justifiait la violence et qui est docteur en socio-psychologie, je vais taire son nom. Et je lui dis c'est dangereux parce qu'il est enseignant. C'est dangereux parce que j'ai des enseignants ici, ils sont protégés par leurs femmes. Quand vous dites que c'est ces femmes qui viennent nous voir, tu ne peux pas être enseignant à l'université et tu frappes ta femme jusqu'à l'hôpital où on lui met des plâtres. Donc, ça va changer naturellement parce que les questions de droits de la femme ne peuvent plus reculer. On va seulement avancer. Et ceux qui vont continuer, on va écrire même à leur tutelle. On va les afficher publiquement comme des criminels. Parce que ce sont des criminels. Ils sont sanctionnés par la loi. Donc, on va écrire à un ministre, à un recteur d'université que ce monsieur qui prône l'éducation à nos enfants envoie sa femme à l'hôpital des suites de violence. On va voir si c'est amusant. Nous ne sommes pas dans une négociation philosophique. Nous sommes dans une revendication juridique. La femme est égale à l'homme en termes de droit. Maintenant, en termes de physiologie et tout ça, je dis bien, ce sont des développements intimes ou privés. Moi, je peux laver les assiettes parce que ma femme a fait la cuisine. Ça, c'est notre maison. Mais nous sommes sur des questions de droits de l'homme qui n'autorise pas un être humain à avoir le droit de mettre la main sur un autre être humain. Ça ne s'explique pas. C'est comme si vous autorisez que vous arrivez au lycée Makepe en retard, votre proviseur vous gifle. C'est la même chose que la gifle que votre mari vous assène. C'est exactement la même chose. Donc, si vous acceptez que votre patron professionnel vous donne souvent des gifles et quand c'est devenu répétitif, vous allez aller à l'inspection du travail, bon, acceptez aussi donc que de temps en temps, on vous donne une gifle. Après, ça sera devant les amis. Après, ce sera devant la famille et ainsi de suite. Ça, ce sont même les violences physiques parce qu'il y a d'autres violences subtiles, serpentines, énormes. Les hommes qui commencent à sortir. Moi, j'ai un cas actuellement sur la main, un monsieur qui bat sa femme avec la femme de ménage. C'est-à-dire, il s'associe avec la femme de ménage pour battre la femme. Et il est franco-camerounais et il dit être moderne et c'est ça le modernisme d'après lui. Donc vous voyez, ce que nous recevons
J'explique souvent ça sur mes pages et sur mon mur personnel, sur Facebook, nous sommes amis. Il y a un moment où vous choisissez une cause, c'est un idéal intellectuel. Mais quand la cause vous a choisi, parce que quand les gens commencent à se plaindre vers vous, vous n'avez plus de sommeil. Ouais. Les gens qui me disent je te suis dans ton combat, je dis est-ce que vous êtes prêts? Ce n'est pas une association du dimanche. C'est une association qui vous déstabilise parce que quand vous commencez, vous croyez que vous avez tout vu. Vous n'avez rien vu du tout. Donc, il faut être strictement dur contre toute forme de violence en société. Je dis de là, il faut réagir comme on dit souvent, il y a un adage, je pense que c'est Raymond Barre, je ne sais plus, non, un homme politique français, j'oublie son nom, qui avait dit qu'il faut terroriser les terroristes. Il faut que l'homme qui mette la main sur sa femme comprenne qu'il est en train de faire exactement comme celui qui vole ou celui qui en fait, c'est un crime. Tout à fait. Donc, il faut que les femmes se mettent dans des prédispositions prématrimoniales, comme le pasteur disait. Je vous dis, c'est eux l'avenir de ce combat. Ceux qui font dans l'encadrement matrimonial psychologique. Et quand tu détectes, parce que ça ne manque pas, et il faut qu'on fasse tomber ce suprême mariage qui est un quitus vers la mort. La femme socialement qui n'est pas mariée n'est pas une femme qui a échoué. Il faut qu'on intègre ça. Et la femme qui va se marier doit être mariée pour être épanouie. L'homme ne vous prend pas en tant qu'oiseau pour vous mettre dans une cage où vous cassez les ailes. Merci, mais Alex. vous tend les ailes pour que vous allez le plus haut possible. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Pasteur, vos recommandations? Rapidement, en 30 secondes. Oh là là, j'ai pris beaucoup de temps, excusez-moi. En 30 Quand je secondes. commence là, je n'arrête pas. Rapidement. Non à la violence conjugale. Invitons Jésus, invitons Dieu dans nos foyers comme la pierre angulaire et bâtissons sur le socle de la paix et de l'harmonie. Merci beaucoup, Madame Ngantia. Pour moi également, c'est la violence. Là, je vais lancer une interpellation à l'endroit des hommes. Souvenez-vous que lorsque vous levez la main sur votre épouse, vous êtes en train de détruire non seulement votre couple, mais vous détruisez des générations. Parce que vos enfants également vont en pâtir. Alex, rapidement. C'est très bien, c'est à venir après un message, slogan comme cela. C'est très bien, c'est toute une société qu'on démolit. Ce sont des hommes brisés qu'on fabrique, ce sont des enfants démolis, des femmes démolies. Vous avez vu tout à l'heure, quand on arrive à dire qu'il y a quelqu'un qui se plaît ou se complaît dans la violence, ça veut dire que nous sommes une société, et on voit les réactions aujourd'hui, nous sommes une société perdue parce que nous avons grandi dans l'agressivité verbale, le mensonge et les violences sur toutes leurs formes. D'accord. Merci. Merci. Merci, Pasteur Ndimeli Dibonnet. Merci, Madame Ngantia Sidonie.